Et si repeindre un mur, c'était ouvrir un nouveau chapitre de ta rénovation? Chez V33, on ne fabrique pas seulement des peintures. On imagine des solutions qui donnent vie à ta maison. Parce qu'on le sait, la vraie vie, ce n'est pas une photo de magazine. Elle bouge, elle déborde, elle surprend. Depuis plus de 60 ans, V33 crée des produits qui t'accompagnent vraiment, pensés pour toutes tes envies, résistants, innovants et conçus pour durer. Des teintes qui transforment tes espaces, pour que tes murs, tes sols, tes volets restent beaux longtemps. Fabriqués au cœur du Jura, avec soin et avec fierté. V33 est partenaire du podcast Les Clés de la Réno pour que chez toi reste toujours à ton image. Et c'est sur v33.fr que tous tes projets prennent vie. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne, dans le Finistère, à la rencontre de Floriane et Pierre. Ils ont craqué pour une maison de maître pleine de charme dans un petit village et à quelques pas de la mer, mais dans un état catastrophique. Poutres pourries, planchers qui s'effondrent, champignons, rien n'allait. Et pourtant, ils ont dit oui. C'est leur tout premier projet de rénovation et autant vous dire qu'ils n'ont pas commencé par le plus simple. Mais avec beaucoup de détermination, de sueur, de débrouille et surtout une vraie vision pour leur futur foyer, ils ont réussi à redonner vie à cette bâtisse incroyable un peu laissée à l'abandon. Dans cet épisode, ils nous racontent comment ils ont su que c'était la bonne maison malgré son état et les difficultés à l'achat, comment ils ont géré les travaux malgré les multiples galères que ça implique, ce qu'ils referaient différemment et ce qu'ils referaient exactement pareil, et comment leur sont venues leurs idées, leurs envies, mais aussi le style rustique chic, comme on dit, et un peu brocante de Floriane. C'est un témoignage sincère, plein d'enseignements et d'émotions. Et si vous êtes en train de douter face à l'ampleur de vos travaux, cet épisode va probablement vous donner du courage et de la motivation. Et une fois n'est pas coutume, j'ai coupé l'épisode en 2 parties pour vous faciliter l'écoute. Ici, c'est la première partie. Vous trouverez la deuxième dans l'épisode suivant. Je vous laisse avec cette histoire inspirante. Belle écoute! Bonjour Floriane, bonjour Pierre et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à partager ce micro aujourd'hui pour que vous nous racontiez vos travaux et la transformation incroyable de cette jolie maison de maître que vous avez ici, donc dans le Finistère Nord, entre mer et campagne. Pour préparer cet épisode, j'ai pris le temps de regarder toutes vos vidéos YouTube et je me suis rendu compte que j'ai pris une grosse claque en fait en prenant le temps de les regarder un par un. Je m'étais vraiment pas rendu compte de l'ampleur du chantier dans lequel vous vous étiez lancé et que vous allez nous raconter. Vous avez vraiment fait des gros travaux et donc j'ai vraiment hâte que vous me racontiez tout ça. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, une petite présentation s'impose. Comme toujours, à chaque démarrage d'épisode et d'interview, je demande à mes invités de se présenter. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie ?
Bah, déjà, merci pour ton invitation sur ton podcast. Moi, c'est Floriane, j'ai 35 ans. Je suis créatrice de contenu depuis 10 ans maintenant. Et du coup, on s'est lancé dans la rénovation il y a 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Voilà. Et ben merci aussi pour cette invitation. Enchanté de faire ta connaissance. Donc moi c'est Pierre, j'ai 30 ans. De base je suis technicien de maintenance et actuellement j'ai une entreprise de panneaux solaires. Donc en fait je suis un petit bureau d'études où je dimensionne donc des installations solaires en autoconsommation pour les particuliers et les professionnels. Super. Donc, on va avoir des panneaux solaires arriver sur la maison Sur un jour ou l'autre. Oui, sûrement dans le jardin, pas sur la maison. Ouais. Parce que sur la maison, ça ferait pas très joli. Non, et on peut pas, je pense. Oui, Donc, pour les questions de règles d'urbanisme, Tout ça à peut fait. être compliqué, c'est sûr. D'accord, très bien. Et alors, vous vous êtes lancé donc dans la rénovation de cette magnifique maison de maître, en Bretagne, comme je l'ai dit. C'était il y a combien de temps? Vous m'avez déjà un peu dit là, 2 ans? 2 ans et demi, ouais. On a acheté il y a 3 ans, à peu près. Et puis, on l'a trouvé par hasard. Pour nous, c'était important d'acheter. Enfin, on voulait vivre en bord de mer, si on arrivait à trouver une maison. Donc, on a ratissé assez large. Enfin, assez large, en tout cas Finistère Nord, mais sur plusieurs communes. Et on est tombé par hasard sur celle-là et on a eu un coup de cœur tous les deux. Donc, voilà, après plusieurs mois, années de recherche, 1 an ou 2, je pense à peu près. Et vous avez cherché longtemps? Ouais, on a même fait du porte-à-porte. ouais, vraiment, on a tout donné. Petit mot dans la boîte aux lettres. Et ça a pas été une mince affaire d'avoir cette maison, mais on est très contents. Et parce que du coup, vous recherchiez un type de maison, vous vouliez vraiment ce type de maison de maître ou vous aviez un peu... Oui, moi en tout cas, c'était quelque chose qui était important pour moi d'avoir une maison qui avait une âme et c'est vrai que j'aime beaucoup les maisons de maître, plus que les maisons bretonnes par exemple. Ouais. Donc je savais Qui que ça sont se souvent trouve très basses et oui, peu lumineuses. oui. Ouais. Et pour le coup, je savais dans quelle commune il y avait ce genre de maison parce qu'il y en a pas partout. Ouais. Donc ça limitait grandement les recherches, surtout que ici sur la côte, on a beaucoup il y a beaucoup de résidences secondaires. Ouais. Si c'est pas 50, c'est 60 ou 70%. Donc compliqué d'accéder à une maison ici en fait. Donc voilà. Mais on a tenu et puis on a fini par en trouver une. Ok. Et donc au bout de 1 an, 2 ans de recherche, 1 an et demi. Ouais, 1 an. 1 an. Ouais, 1 an et demi, je pense. vous avez fait beaucoup de visites avant? D'autres? Bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, on savait déjà un peu ce qu'on voulait. En termes de style, donc il y en avait très Déjà, peu des... Sur le Bon Coin, en fait. On a regardé quasiment que sur le Bon Coin, dans des agences immobilières. On a envoyé notre demande. Ouais. Mais ça allait très vite, en fait. Dès qu'on voyait la façade ou... Ouais, ça la coche pas description, les voilà, cases, donc vous... Ou la localisation. Après, on n'était pas non plus focus bord de mer. C'était notre idéal de vivre près de la mer, voilà, avec des enfants, etc. Mais c'était pas c'était notre goal, mais c'était pas. Si on avait trouvé une maison un peu similaire, un peu plus dans la campagne, je pense, et pour lequel on aurait eu un coup de cœur, on aurait acheté aussi, je pense, mais donc là, ça coche tous les critères. C'était l'idéal, c'est sûr. Elle est vraiment à 2 pas, donc ça, c'est quand même chouette. Et alors du coup, vous la trouvez comment? Sur le Bon Coin, tu nous disais? Non, c'était via une agence. Elle était sur le Bon Coin aussi. Ok. Et on a trouvé... Déjà, on trouvait bizarre qu'elle soit à la vente directe, parce qu'en général, ce genre de maison, ça part plutôt en bouche à oreille. Ouais. Donc, on a fait la visite et on a vu le problème. Pourquoi c'était une maison qui s'était pas vendue en fait avant. C'est que donc on a la maison principale, un jardin derrière de 300 mètres carrés. Une dépendance de 120 mètres carrés et un jardin au fond de 400 mètres carrés. Donc tout ça, c'est un seul accès par le côté de la maison. Et en fait, la dépendance du fond avait été promise oralement aux voisins pour qu'ils puissent en faire usage autrement, pour leur propre usage. par leur jardin, quoi.
mais du coup, ça nécessitait il y avait un droit de passage. Un droit de passage, et sachant que la dépendance est quand même très près du jardin, ça offre un vis-à-vis important depuis la maison, et surtout, du coup, pour que ses voisins accèdent à cette dépendance, il y avait ce droit de passage, donc ça voulait dire qu'il passerait dans notre jardin. Ouais. Donc Oui, très compliqué, du coup. très compliqué de vendre une maison comme ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était qu'on s'est pas démonté, parce que moi, quand je suis rentrée dans cette maison, c'est cette maison et pas une autre. Toi aussi, je crois. Peut-être un peu moins. Quand moi j'ai vu tout de suite l'ampleur des travaux, je me suis dit bon. Et moi, j'ai vu tout de suite le potentiel. Donc, mais après, c'est vrai qu'on avait du mal à se l'enlever de la tête. Toi aussi. Bah oui, parce qu'elle était très bien placée, bien orientée. Il y avait beaucoup charme de d'atouts. l'ancien, tout ce que tu recherchais, ce que j'ai appris à aimer aussi. Tout à fait. Et du coup, on a réussi à rentrer en contact avec la famille qui vendait la maison, sachant qu'il y avait plusieurs enfants, etc. C'était une histoire d'héritage. Bon, c'est toujours un peu compliqué, mais on a pris contact avec un des enfants qui, pour lui, c'était important que la maison se vende en l'ensemble avec la dépendance, et il était d'accord avec un de ses enfants, avec un de ses frères et sœurs, et c'était au niveau du troisième frère et sœur que ça bloquait un petit peu. Finalement, ils ont continué à faire des visites via les agences, ça s'est pas vendu. Entre-temps, nous on a fait une proposition d'offre. Et je pense qu'ils ont vu que c'était vraiment bloquant, cette histoire de droit de passage. Et comme on était vraiment en bon contact avec la personne, et qu'on avait expliqué un peu notre projet, pour eux, c'était aussi important que ce soit une famille qui vive à l'année, parce que c'était déjà une résidence secondaire à la base. Et pour eux, pouvoir faire revivre un peu cette maison, l'histoire leur plaisait bien. Donc quand on a fait une offre et qu'ils ont décidé finalement après quelques mois de la mettre en vente et de pas la céder aux voisins, sachant que c'était qu'un accord oral, et du coup on a pu avoir la maison. Ok, chouette. Ouais. Et du coup, vous attendiez quand même à ce qu'il se revirement de... On a mis toutes les chances de notre côté, dans le sens où on a, avec les enfants donc de la famille, on a travaillé au corps, entre guillemets. Ouais, vraiment, on envoyait des messages. Il était à l'étranger, mais c'est vrai que jours pour on n'a pas lâché. Vendre notre projet familial, entre guillemets. On a tout mis là-dessus. Et défendre le côté de l'âme de la maison qu'on voulait conserver le maximum revivre, de choses. qu'il y avait une vie de famille. Sachant qu'eux, ils avaient passé des bons moments dans cette maison, pour eux aussi, du coup, c'était chouette de l'avoir. Dommage de la vendre à des étrangers, en fait, où on sait pas ce qu'ils auraient fait. Ça se trouve, ils auraient fait un ravalement complètement différent, et puis la maison, elle aurait perdu tout son cachet. Ouais, et puis ça permet à une famille de vivre à l'année, en fait, dans un village où on est déjà à plus de 70% de résidences secondaires, quoi. Oui, et puis si j'ai bien compris, vous êtes quand même un peu des enfants du pays, donc c'était bien aussi de vendre à des locaux et qui ont besoin. Tout à fait, ouais. Parce qu'aujourd'hui, acquérir la propriété pour les locaux, c'est très compliqué en termes de budget, et puis surtout en termes de relationnel. En fait, les maisons se vendent d'une famille à une autre. Enfin, ça en quelques jours aussi. Ça sort pas en fait sur le marché. C'est un marché hyper fermé, donc ouais, on est content. Ouais, c'est sûr, je comprends. Beaucoup de chance, mais beaucoup d'investissement. Oui. Racontez-nous alors, à quoi elle ressemblait quand vous la visitez pour la première fois? Une épave, un peu. C'est simple. En fait, il y avait la vrillette et des champignons un peu partout. En fait, tout était en plâtre. Je sais pas si tu vois, c'est du lati. Donc en fait, c'est des petites lattes de bois, et on est projeté du plâtre en fait directement dessus. Ouais. Donc il y a pas d'isolation. Toutes les cloisons étaient faites comme ça. Oui. Ouais. Et certaines même, c'était juste du plâtre sur les murs en pierre. Il y avait de la moisissure partout, toutes les moulures étaient craquées. Moi, je pensais qu'on pouvait les conserver. Ouais. Ouais, j'avais beaucoup d'espoir au début quand je vois la maison, on me dit c'est bon, on conserve tout. Et tout était pourri. Du coup, on est allé dans la cave, on a vu un peu les poutres qui supportent la maison. On pouvait rentrer le tournevis dedans tellement qu'elles étaient blettes. Ouais. C'est quoi blettes?
Blette, Moisi. c'est de la ouais. Vermoulu et Ouais. Ça partait en poudre, en fait. ouais. C'était Donc ça, même, c'était les poutres qui soutenaient le le sol rez-de-chaussée, ouais. quoi. Et en fait, c'était même dangereux, on se rendait pas compte, mais que moi, quand j'ai fait la démolition et que j'ai enlevé les grosses poutres, là, en fait, ça tenait vraiment à pas grand-chose. Il y avait un petit peu de béton par-dessus dans l'entrée, et voilà, ça, tu pouvais passer à travers facilement après quelques années en vivant là tous les jours, sans aucun souci. Mais oui, il y avait aucune Tu fais une soirée, 20-30 personnes, je pense le sol s'effondrait. Vraiment. Oui, c'est sûr. Si tout le monde se met à danser sur le C'est parquet, sûr là, que le sol, il tenait pas. Donc non, c'était je pense qu'on savait pas trop dans quoi on s'embarquait. On n'avait pas d'idée non plus d'estimation, en tout cas de travaux. Donc on allait vraiment. Vous aviez déjà rénové avant ou c'était votre Non. premier Ouais, premier. Ouais. Premier bien et pas des moindres. Du coup. Ouais, c'est sûr. Mais alors du coup, vous êtes quand même de vous-même rendu compte que c'était quand même dans un sale état. Ouais. Oui. Mais après, vous avez fait venir des artisans peut-être pour vous rendre compte un peu plus techniquement parlant. Oui. On a fait venir des artisans, mais en fait, le problème qu'on a rencontré, c'est que chaque artisan a son propre discours. C'est dingue. Et au final, du coup, on a dû faire nos propres recherches et faire notre propre avis tout seul. En fait, vraiment pas croire telle ou telle personne. C'est vraiment prendre les quelques informations, les vérifier et après faire son propre avis. Mais sans y connaître non plus des masses au final. Parce que il y avait un son de cloche, le lendemain c'était tout autre chose. C'est vrai que pour le traitement du bois, par exemple, en fait, on se rend pas compte, mais c'est une maison en bois. Il y a toute une ossature en pierre, mais après tout l'intérieur ne tient que par des poutres. En fait, c'est une armature vraiment en bois. Et en fait, il fallait aussi casser pour voir. Oui. Donc en fait, on découvrait au fur et à mesure de la démolition aussi. De la démolition, bah tiens là, il y a tous les empoutrements à changer. Oui, et puis on se disait ça on va garder, ça on va garder. En fait, tu commences à casser, tu dis non en fait, tout est pourri, il faut ça aussi, il faut enlever et tu te retrouves avec une maison complètement nue quoi. Il y avait pas il y avait plus de plancher, on ouvrait la porte d'entrée, il y avait 4 mètres de vide sous nous parce qu'on avait fini par démonter tout, puisque tout était pourri finalement à la fin. Ouais, oui, c'est ça. Donc ça a été votre premier objectif. C'était enlever le plancher. Oui, mais tout en gardant au maximum ce qu'on pouvait, parce que moi, ça a été compliqué de me dire qu'on allait enlever beaucoup de choses, sachant que c'était ce pourquoi j'avais eu un coup de cœur quand on était rentré dans la maison. Mais par exemple, l'escalier, c'était même pas négociable de l'enlever. On nous a dit faut mieux l'enlever, le refaire. Mais du coup, pourquoi acheter cette maison finalement? Et du coup, on s'est retrouvés. C'est vrai qu'il suspendre. Il suspendait, il s'est suspendu presque à moitié dans le vide. Pendant qu'on refaisait une dalle béton. On voit bien sur les vidéos. Sur les vidéos, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Mais voilà, c'était important. Enfin, pour moi, quand on achète une maison comme ça, il faut, même si techniquement c'est compliqué et si ça embête les artisans, pour moi, c'est hyper important de garder le maximum de choses de l'existant, en tout cas de ce qui a du charme. Après, c'est propre à chacun, mais il y avait quand même beaucoup de choses avec du charme ici et c'était important de les conserver. Ça aurait été dommage. Et du coup, parce qu'il y avait quand même beaucoup de boiseries, vous avez tout déposé. On a tout enlevé. Par exemple, les boiseries qui sont dans l'entrée, c'est des super boiseries qui étaient beaucoup plus foncées que ça, mais on a tout enlevé, on a tout conservé. Ensuite, on a tout cassé et on a reconstruit une dalle béton complète. On a réagencé. On n'a pas tout réagencé parce que on aimait bien de base les volumes de la maison. Juste en bas, il y avait 4 pièces. Quand on rentre, il y avait une grande entrée, donc entrée qu'on a gardée, qu'on a juste un petit peu agrandie. À gauche, il y avait une pièce plus une pièce au fond à gauche aussi. Et en bas, il y avait une toute petite cuisine à droite et une salle à manger, comme c'était agencé un petit peu à l'ancienne, quoi. Donc il y avait 4 pièces. C'était pas forcément hyper lumineux, donc nous on a voulu ouvrir pour en faire que 2 pièces. Donc côté salon et côté cuisine, côté salon à gauche, côté cuisine à droite. Et donc pour avoir des pièces un peu plus volumineuses, donc on a 30 mètres carrés de salon et 30 mètres carrés de cuisine, à peu près. Oui, c'est vraiment structuré comme les maisons de maître traditionnelles avec l'escalier central et puis les 4 pièces de part et d'autre. C'est ça.
3 niveaux, du coup. 3 plateaux. Rez-de-chaussée et puis 2 étages. Et en haut, enfin, on en reparlera aussi, mais pour l'essentiel, vous avez un peu plus gardé le cloisonnement des pièces, sauf votre grande suite parentale. Mais effectivement, au rez-de-chaussée, là, vous avez donc du coup cassé de part et d'autre de l'entrée escalier pour aller créer des grandes pièces. Oui, c'est ça. Et là, du coup, vous avez eu un gros problème structurel, enfin une contrainte structurelle. C'est ça. En fait, on pensait qu'il y avait que des petites cloisons, des murs en briques rouges là. Et en fait, dans la séparation, en fait, là où on a ouvert le salon, on s'est retrouvé avec un mur de refend, en fait, qui partait de la cave, qui montait. Donc, en fait, c'était un mur qui faisait 50 centimètres à peu près de large, sur 3 mètres de haut et par 4 mètres en longueur. Et en fait, ça soutenait les grosse étages. Partie Une grosse partie des étages. Et donc, on s'est mis à le casser. Mais après, du coup, on a... Et vous vous étiez rendu compte que effectivement c'était un mur de refend et qu'il allait jusque dans la cave avant de casser, je veux dire? Oui. Ouais, vous aviez identifié le... Oui, on s'est dit que du coup, c'était pas pour rien qu'il était si gros ce mur. Ouais. Donc après, on a... fait passer quelqu'un pour sécuriser le tout avant de casser, quoi, mais des étés... Et surtout faire passer quelqu'un pour voir avec quoi il fallait compenser. Forcément, il faut parce que la première personne, en fait, on a fait passer, on a eu une petite histoire là-dessus, mais la première personne, en fait, les étés en général, il faut qu'ils soient bien, comment dire, par exemple tous les 50 centimètres et bien droit. Et là, on avait en fait des étés qui étaient vraiment de travers. Je sais pas si tu te souviens. Non. Je crois que la première entreprise qui est venue et qui nous a mis des étés. Oui. Les étés, c'était en freestyle, quoi. C'était pas du tout conforme. Non. C'était à l'arrache. Ouais. Donc après, il y a quelqu'un qui est venu pour une étude et qui nous a dit exactement ce qu'on devait mettre pour remplacer. Vous avez fait venir un bureau d'études. Oui. C'est bien ça. Oui. Donc c'est indispensable, mais tout le monde le fait pas, effectivement. Mais ça nous a mis à la puce à l'oreille parce qu'au début, on l'a pas fait. On a fait confiance à quelqu'un qui nous a mis un IPN. En fait, un IPN qui était trop petit. Ouais. Déjà, quand je l'ai vu avec la grue du camion... Ah oui, il est arrivé jusque-là avec l'IPN. Ah oui, l'IPN a été commandé, il a été installé, mais pas scellé avec du béton. Quand la grue a soulevé l'IPN, déjà, l'IPN, il faisait il pliait un peu quand il le déplaçait. Donc là, je me suis dit déjà qu'il était un peu... Et c'est surtout quand il nous a envoyé un message le lendemain en disant on a mis un poteau sur l'IPN et il a dit je me demande s'il faut pas rajouter un deuxième poteau. Vous en pensez quoi? Mais je pense que c'est pas au client de savoir s'il faut rajouter un deuxième poteau parce que ça c'est des calculs savants, n'empêche. Enfin, pour faire tenir on parle de faire tenir une structure de maison quand même. Et là on s'est dit hop. Et moi dans mon réseau en fait vu que des fois je travaille avec des professionnels en fait pour mettre des panneaux solaires sur des grosses surfaces, il y a toujours ce problème de poids en fait pour l'installation. Donc j'avais une connaissance qui faisait des études de structure en fait, études de charge, et donc je l'ai fait venir et donc c'est elle qui nous a dit là l'IPN qu'on vous a mis ça va pas du tout, surchargé à 300%. Donc en fait ça aurait tenu un temps, mais après avec le temps en fait ça aurait commencé un peu à s'affaisser. Il y aurait eu des portes après on pouvait plus fermer. Oui, ça aurait bougé en fait. Voilà, les fenêtres pareil qui ferment correctement. Et donc ce jour-là en fait après que la fille soit passée, j'ai dit à l'artisan, je dis tu reprends ton IPN et basta. Et donc il allait le sceller en fait, le matin il l'a mis et le soir même il l'a enlevé. Mais il devait mettre du béton pour le fixer. Mais c'était un IPN qui faisait quand même 10 mètres de long. Oui, parce que du coup c'est traversant de toute la maison dans sa largeur, quoi. Ouais. Donc on a rattrapé ça et quelqu'un de plus compétent est venu installer un IPN. C'est pas un IPN, c'est un HEA. C'est une section un peu plus costaud. Voilà, c'est ça. Et on a quand même mis 2 poteaux aussi, mais on a mis quelque chose de vraiment très solide. Mais tout ça, c'est des découvertes au fur et à mesure de la réno. Tu vois, jamais au début on s'est dit il y aura un IPN parce qu'il y aura un mur. Enfin, c'est de surprise en surprise. Ouais. Mais ça, on savait en partant dans la réno que tu sais jamais en fait ce que tu vas découvrir finalement. Tu sais jamais vraiment ce que t'achètes quand t'achètes une maison. Bah non.
C'est ça qui est difficile, parce qu'en plus, c'est quand même le plus gros investissement qu'on fait dans une vie en général. Et effectivement, on peut avoir des grosses surprises. Donc. Ah bah, ton budget travaux, il peut passer du simple au double, au triple, en un claquement de doigts, en fait. Ça, c'est sûr. Ok. Et donc, du coup, vous changez d'entreprise. Et là, finalement, elle vient vous installer la bonne section. On tombe sur des pros, des jeunes qui sont passionnés de l'ancien, des super maçons, en fait. Et qui étaient déjà sur l'enduit qui devaient déjà faire l'enduit de notre maison et toute la dalle béton. Donc, on travaillait déjà avec eux. En confiance, ouais. Et donc, ils ont rentré l'IPN par le pignon. Donc, ils ont fait un trou dans le pignon et ils ont rentré l'IPN traversant, par là. Ouais, donc ils ont fait un trou avant de le reboucher, quoi. Oui. Ouais. Non, c'était un super travail. C'est impressionnant. Et eux, du coup, après, ils ont remis des IPN. Ils étaient bien droits, bien mis. Des étés. Des étés. Avant de ils veulent tout enlever ce que l'autre avait fait. Et ils nous ont dit c'était presque dangereux. Ouais, c'est sûr. Les IPN étaient les étés étaient mis un peu à l'arrache. C'était les montagnes russes, du coup. Oui. Tu vois, un son de cloche, puis un deuxième, puis un troisième, tu sais plus. Tu passes d'un IPN à 2000 €, un IPN à 10 000 €. Oui, c'est. C'est sûr, ça fait mal pour le budget. Ouais. C'est pour que la maison tienne. Pas chaud. Oui, t'as pas le choix quand c'est des problématiques structurelles comme ça ou d'assainissement, de la maison de manière générale. C'est sûr que on se pose pas trop la question. Non. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous étiez aussi en train de gérer le plancher et à tout démolir pour refaire une dalle Non, en fait, dans l'ordre. Alors attends, dans l'ordre des choses, c'était quoi déjà? On avait. J'ai un trou. Oui, je peux vous le dire parce que j'ai regardé vos vidéos YouTube hier. Vous avez fait d'abord l'IPN. Ouais. On oublie vite quand c'est propres travaux. Vous avez d'abord posé l'IPN et ensuite effectivement démoli le plancher. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est vraiment impressionnant parce que vous avez plus aucune cloison. Enfin, ça fait vraiment le carré. 6-7 mètres de hauteur sous plafond quand on est dans la cave, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et puis il y a rien, il y a plus de cloison. D'ailleurs, tout le monde nous disait vous devriez laisser tout ouvert comme ça. Sans recloisonner derrière, mais moi c'est pas du tout le style que je voulais donner à la maison. Donc dans tous les cas, il y aurait eu des cloisons de nouveau, mais ouais, c'était impressionnant comme période. Ouais, tout c'est vide, sûr. tout cassé. Oui, c'est le genre de travaux où on peut hésiter à se lancer parce que quand même effectivement là on se dit on a acheté 4 murs et mais tu sais pas quand tu te lances, c'est ça la surprise. Et on sait pas, c'est ça. Il faut mieux pas savoir en fait. La quantité de gravats en fait. Ouais, de tout en fait. Oui. Le physique que ça demande des journées, des semaines entières en fait à tout casser, enlever saut par saut. Oui. En même temps que vous veniez tout juste d'être parents, donc c'est vrai que c'était un beau challenge. On sortait de la maternité, on faisait la démolition quelques jours après. Ouais. C'est vrai que c'était dur. Ouais. Et vous avez pas eu un moment de stress, si, on était dans un stress continu. Je pense de A à Z, on était dans un stress continu. Autant sur le choix des artisans où je trouve que ça met une pression monstrueuse de bien choisir les personnes avec qui tu travailles parce que ça peut vite virer au drame, à l'arnaque, tout quoi. Faire des mauvais choix, c'est dur, ça empêche un peu de dormir. Et en même temps, t'es dans le feu de l'action, donc tu continues, de toute façon t'es dedans, donc faut y aller maintenant. Ouais, c'est sûr. Donc t'es pris aussi par l'énergie du projet et de dire que c'est la maison d'une vie. Il y a tout en même temps. Tout en même temps, ouais. L'énergie physique, l'énergie mentale, les relations familiales, il y a tout qui rentre en compte. Les relations de couple, il y en a plus. Moi, je sais que j'étais un peu la stressée de nous deux. Oui. Oui. Forcément. Moi, je voulais tout comprendre, tout maîtriser. Dès qu'il y avait un artisan, je posais 1000 questions. J'avais besoin de tout savoir, de tout comprendre, mais ça prend une énergie que je n'avais pas forcément à ce moment-là. Et c'était... C'est un deuxième boulot à plein temps. C'est ça. On se rend pas forcément compte, mais...
Ouais. Enfin, selon l'ampleur du projet, évidemment, mais c'est sûr que... Et si en plus on fait les travaux soi-même, ça peut être aussi encore une charge supplémentaire. Et justement, d'ailleurs, la démol, c'est vous qui avez fait, mais Oui. comment vous êtes répartis? Parce que je sais que vous avez des artisans aussi qui sont intervenus. Qu'est-ce que vous avez délégué et pourquoi? En fait, on a fait ce qui nous semblait déjà accessible pour nous en termes de temps et d'énergie, ou ce qu'on pensait de base qui pourrait être fait par nous-mêmes, et en fonction aussi du type de travaux, parce que pour nous c'était important d'avoir des décennales sur certains postes. Je sais pas, Les fenêtres, les fenêtres, l'électricité, même si moi j'aurais pu faire parce que je connais assez bien l'électricité, tout ça, j'aurais pu faire, mais on voulait avoir une décennale sur une sécurité derrière si jamais il y a un souci. C'est comme une dalle béton. J'imagine que quand tu te renseignes, tu peux peut-être voir pour te faire livrer du béton et faire toi-même, mais je trouve qu'il y a des trucs, c'est important, enfin certains pôles en tout cas, c'est important d'avoir une assurance et la sécurité d'entreprise derrière. Ne serait-ce que, imaginons un jour, je sais pas moi, il y a un incendie et avec l'assurance, ils nous demandent si c'est moi qui j'avais fait tout le placo par exemple. Ça c'est pas pris en compte. Oui, je sais pas qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui est pas pris en compte, mais le placo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font eux-mêmes. Ouais. Mais sur une quantité de surface. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces, c'est ça. va, mais là, en sur fait, 200 ou 200 mètres, enfin plus de 200 mètres carrés, nous on se voyait pas du tout. Je me voyais pas déjà monter toutes les plaques de placo rien qu'au 2e étage en fait, sachant que c'est des plaques, des grandes plaques de 3 mètres en fait. Je crois que c'est ça. Si. Oui, parce que là, du coup, dans les étages, vous avez aussi démoli toutes les cloisons. Ouais. Pas toutes. Les cloisons latines. Les cloisons, voilà, c'est ça. Mais tous les côtés extérieurs de la maison en fait. Voilà, les cloisons intérieures en fait au 1er et au 2e étage, ça on a pu en garder certaines. Voilà. Pas toutes, mais des fois on a gardé, on s'est dit finalement. En fait, quand tu en casses une, et en fait ça fragilise une autre. Ouais. Mais oui, on a essayé de les garder au maximum et de faire les extérieurs quoi. Donc on a fait la démolition nous-mêmes. On a fait la préparation des enduits sur toute la maison extérieure. Ah oui. Pierre, t'avais oublié, il a tout fait au marteau-piqueur. Enlever l'ancien crépi en fait sur les 4 façades. Pour que les maçons puissent derrière venir faire l'enduit. Ouais. Donc t'avais l'échafaudage et tout. Ouais, en fait, les maçons nous avaient monté l'échafaudage et en fait. Comme ils allaient intervenir, du coup Pierre il a pu intervenir avant. Ouais, donc moi j'ai enlevé tout l'ancien crépi en fait au marteau-piqueur sur les 4 façades. Ouais. En fait, c'était toutes les tâches un peu un gratte qui coûtent cher, qui peuvent être qui peuvent prendre du temps. Oui, et qui du coup sont facturés assez cher par les entreprises. Dès qu'on demandait des devis, on demandait un détail et comme ça, par exemple dans les enduits, on a pu économiser. Je sais plus combien c'était, mais un bon billet en faisant nous-mêmes quoi. Pareil que la démolition du sol. Pas mal de choses finalement. Ouais. Le sablage aussi. Le sablage, comment ça s'appelle ce qu'on a fait à l'extérieur? La terrasse? Non, oui, la terrasse aussi, mais tu sais mettre un drain. Ah oui. Ce qu'on a fait avec notre beau-frère. Oui, vous avez posé un drain sur toute la circonférence. Ouais. En fait, aussi, on savait pas, mais dans ces maisons-là, c'est pas des gouttières qui sont déportées par rapport au mur. Là, c'est un chenot. C'est-à-dire, c'est une gouttière qui est sur le mur. Ouais. Et ces chenaux-là, il y avait pas c'est des plaques de zinc, en fait, qui sont collées, qui font une gouttière, mais sur le mur. Et ces plaques de zinc, en fait, avec le chaud, le froid, ça dilate et ça casse. Du coup, les gouttières, elles fonctionnaient plus du tout. Et en fait, toute l'eau de pluie allait dans les murs. Rentrait dans les murs. Donc, les murs étaient imbibés de flotte. D'où les champignons. Voilà, c'est ça. Et les remontées capillaires. Et donc, on a fait refaire les chenaux et en même temps, on s'est dit qu'on voulait éviter les remontées capillaires parce qu'en fait, les murs de la maison, ils descendent jusqu'à presque 3 mètres dans la terre. Sous le niveau de... Et du coup, on s'est dit qu'on voulait assainir en fait les murs. Donc, on a dû creuser sur
1 mètre de large et 3 mètres de profondeur pour pouvoir mettre un drain, enfin, c'était comment ça s'appelle? Un drain? Ouais, un drain. Et mais ça a un nom, tu sais, le film avec les alvéoles, ce qui était plaqué sur le mur là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un film qui aussi permet qui évite que l'eau, comment dire? L'eau qui tombe soit en contact avec le mur de la maison. Et je sais plus comment ça s'appelle. C'est fou comment on a oublié vite, pourtant on en a parlé des semaines. Mais ouais, tout ce qu'on a pu faire nous-mêmes, tout comme le sablage des sols au premier, pas au rez-de-chaussée puisqu'on a changé le sol, mais l'escalier, les étages, les portes, on a passé plus de 2 ou 3 semaines à faire du sablage avec... Déposer toutes les fenêtres. Oui, déposer les fenêtres aussi, ouais. Des grandes fenêtres qui pèsent 1 tonne. Ouais, tout ce qu'on pouvait faire en fait qui... Monter les radiateurs qui font 120 kilos au 2e étage. Poser le sol en bas, faire notre terrasse. Ouais, tout ce qui était accessible en tout cas, on l'a fait quoi. Ok. Et comment, avant qu'on enchaîne sur les petits détails de choix et de travaux, comment est-ce que vous avez pensé les espaces? On a parlé ici de vouloir du coup quand même décloisonner, même si tu voulais garder des cloisons, toi, oui. Floriane, tu voulais pas non plus non. tout enlever. Et c'est ce qui fait qu'effectivement on garde le charme de la maison ancienne, d'aller quand même garder effectivement du cloisonnement. Là, l'idée c'était d'aller quand même créer un côté traversant pour aller chercher la lumière. Enfin, oui, parce que du coup, on avait, pour accéder au jardin de derrière, on avait une seule porte et 2 fenêtres. Du coup, une fenêtre côté cuisine et une fenêtre côté salon. Et là, l'idée, c'était de baisser les fenêtres en porte-fenêtre. Ouais. Et de passer la porte qui était au milieu, côté entrée, en fait, enfin au milieu de la maison, mais au fond. De la repasser en fenêtre. Moi, on a tout de suite vu quand on s'est projeté dans la maison qu'on voulait un accès de notre cuisine et de notre salon à la terrasse. Ouais. Donc, on s'est dit que c'était mieux d'avoir des portes-fenêtres. Donc, on les a fait. C'est les maçons qui ont fait ça. Tout comme c'est touché à la structure de la maison, aux pierres, etc. Nous, on se sentait pas du tout de faire ça. Non, j'aurais pas su. Non. Donc c'est eux qui ont descendu les fenêtres en porte-fenêtre et qui ont remonté la porte en fenêtre. Et à cet endroit-là, on a créé des toilettes puisqu'il y en avait pas non plus en bas. Oui, donc pas très pratique. On a réfléchi un bon moment à justement où mettre ces toilettes puisqu'il y en avait pas. Donc au niveau sous les escaliers à la place de cette porte, c'était l'idéal. Et comme ça, on a 2 espaces bien distincts, la cuisine et le salon, et les 2 sont en long et mènent du coup à une porte-fenêtre qui mène, elle, à la terrasse. Ok. Et dans les étages? Dans les étages, on savait pas trop, mais la disposition nous allait bien en termes de... Au premier étage, on a 4 pièces plus une petite pièce qui était la salle de bain, mais c'était vraiment des très petites salles de bain à l'époque. Donc on a juste agrandi la cloison de la salle de bain du premier vers qui rogne du coup sur la pièce sur la pièce sur le bureau de Pierre du coup. D'accord. Qui lui est un peu plus petit, mais pour avoir une salle de bain un petit peu plus grande. Mais sinon on aimait bien la lumière qui rentrait dans les différentes pièces, donc on a gardé comme ça. Et au 2e étage, on a gardé la petite pièce qui était à gauche quand on arrive, et après il y avait une pièce à droite. C'était foutu pareil en fait, il y avait 4 pièces et une petite salle de bain. Et là on a voulu faire un espace un peu plus parental, donc on a gardé la petite pièce à gauche pour en faire un bureau, une chambre, et à droite donc on a gardé cette pièce-là en chambre, mais on a ouvert sur la pièce d'à côté pour en faire une salle de bain. Et ensuite on a cassé la salle de bain existante et pour en faire un petit couloir qui mène à notre dressing sur la 3e pièce. Vous avez une grande suite parentale oui. en L, oui. En L, c'est ça. Et ça, c'était un choix dès le départ? Ouais, on a eu la même idée. Ouais. On voulait en fait
que quand on se lève, on puisse accéder à notre salle de bain, en même temps après aller s'habiller et ressortir du coup. Si le soir on passe par le dressing, on se déshabille, on peut lancer une machine et aller. Oui, parce qu'on a mis notre buanderie aussi dans le dressing. Vous voulez pas ce qui est pas commun, effectivement. Ce qui est pas commun, à chaque fois, effectivement. À chaque fois, j'ai des questions ou des remarques sur ça en disant que c'est étonnant de pas faire une buanderie en bas. Mais moi, c'est ce qui m'étonne, c'est plutôt de faire une buanderie en bas alors que finalement, ton dressing est en haut. Dans une buanderie, tu t'occupes des vêtements et des vêtements qui restent dans les étages. C'est ça. Ça fait beaucoup d'aller-retour. Oui. Donc au final, les machines à laver et sèche-linge sont en haut. Dès que ça sort, c'est rangé directement dans le dressing ou ça descend en bas dans la chambre des enfants. Mais ça va jamais au rez-de-chaussée ou dehors. Après, on a de quoi. On met pas tout au sèche-linge non plus, mais on a de quoi suspendre et il y a pas de souci. Et finalement. Nous, ça nous va bien comme ça. C'était assez évident de faire ça là. Oui, ça vous est apparu. Et surtout, on n'avait pas envie de sacrifier une partie du rez-de-chaussée pour en faire une buanderie. Déjà qu'on savait pas où caser les toilettes. Oui, déjà. Et mine de rien, bon. Parce que c'est grand, mais c'est pas si grand non plus. C'est 67 mètres carrés, je crois. Pour plateau. Pour chaque plateau. Et du coup, en bas, 67 mètres carrés, ça fait 30 mètres carrés pour la cuisine, 30 mètres carrés pour le salon. On avait envie de garder cette entrée, donc ça fait 7 mètres carrés, plus les toilettes, voilà, c'est fini. Oui, c'est sûr. Donc, ça voulait dire créer une petite pièce supplémentaire, soit dans la cuisine, soit dans le salon, et du coup avoir un salon un peu plus petit, je sais pas, 20-25 mètres carrés. Après, tout est relatif. Hein. Je sais qu'il y a des appartements qui font la taille de notre plateau de rez-de-chaussée, mais pour une maison familiale, c'était la disposition là, c'est pas de trop quoi. Ouais. Ça vous convenait bien en même temps. C'est l'essentiel. Il faut que ça convienne à votre mode de vie et à vos usages. Et du coup, est-ce que ça vous a aussi interrogé de pas avoir la chambre de l'enfant ou des enfants bientôt au même étage que vous? Alors au début, c'était prévu que Louison du coup soit sur le même étage que nous pour que ce soit plus facile pour gérer les nuits, etc. pour nous. Et finalement, en y vivant, et c'est pour ça que moi, je fais pas la déco tout de suite, ou en tout cas les choix dont je suis sûre, et je dis mais Pierre aussi est impliqué dans les choix, mais c'est vrai que la déco c'est plus mon truc à moi. En tout cas, j'aurais pas pu faire tous les choix directement avant de rentrer dans la maison. C'est vrai que c'est pour ça que maintenant, même du coup, on a aménagé il y a 1 an. Ça va faire 1 an là. On est toujours dans l'aménagement des pièces, on prend pièce par pièce et on avance comme ça, parce que pour moi, c'est important d'y vivre d'y vivre et de voir comment on s'y sent, qu'est-ce qu'on imagine finalement, est-ce que est-ce qu'on se voit plus au premier étage, est-ce que finalement l'enfant est mieux au deuxième, suivant comment, parce que finalement pour un enfant, on s'est rendu compte que monter 2 étages, c'est pas rien non plus, donc c'était plus facile pour nous de... Surtout qu'ils sont hauts. Oui. Vous avez quand même une belle hauteur sous plafond. Oui, c'est ça. C'est 2 étages, c'est pas rien. Et du coup, on s'est dit, finalement, le fait de gérer les nuits, c'était surtout pour nous, en fait, de devoir se lever. C'était plus simple de traverser et d'aller dans la pièce en face. Et finalement, à l'usage, on s'est dit que pour elle, c'était plus simple de monter qu'un seul étage et d'avoir son espace, sur un seul palier, et finalement de se faire un palier enfant. Oui, c'est l'étage des enfants, l'étage avec des parents, quoi. Chaque chambre plus la salle de jeu, leur salle de bain, et nous on a des plus grandes jambes, donc c'est plus facile de monter au deuxième. C'est pas tout le temps facile non plus. Là, enceinte, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment en y vivant et en commençant à avoir ces habitudes qu'on se rend compte que finalement notre choix de départ était peut-être pas le bon, quoi. Ouais. Mais comme on n'a pas fait toute la déco intérieure, ça nous permet de changer facilement et d'échanger des pièces. Et hormis les usages sur les fonctions des pièces comme ça, j'imagine quand même que malgré tout, quand tu visites la première fois, tu vois tout de suite le potentiel, tu as tout de suite des idées. Tu nous dis, je trouve ça bien quand même de se laisser le temps et d'habiter les lieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Ou est-ce que tu vois dans ta perception des choses et des choix
il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont changé. Le fait que tu habites sur place ou finalement il y a quand même aussi beaucoup de choses qui sont telles que tu les avais imaginées au départ. Ça a quand même changé parce que la première fois que je suis rentrée, moi je me suis dit ah mais là c'est sûr il y aura des moulures partout au plafond. Il y avait une cheminée style parisienne un peu En marbre. en marbre voilà. Il y en avait un petit peu partout. Moi je me dis ah bah c'est carrément ça le style que je veux et tout. Enfin on va garder tout comme ça quoi. Et en fait pas du tout. Mais ça s'est fait aussi pendant les travaux. Quand je me mettais à chercher, je sais pas, le fait que ce soit au bord de la mer, je crois que le style un peu parisien, chic, finalement ça allait pas et ça collait pas finalement non plus à ce que j'aime. Je sais pas s'il y a un nom. Rustique chic. Rustique chic. Et tu vois, les moulures finalement ça allait pas. Avec l'ensemble de ce que j'imagine, oui, ouais, finalement, c'était pas un style haussmannien. Et tu vois, j'aime bien, avec du recul, j'aime bien les cheminées en marbre qu'on a dans quasiment toutes les pièces, sauf au rez-de-chaussée. Du coup, on a dû les démonter et finalement, on est parti sur un poêle complètement différent, pas du tout moderne, mais pas non plus haussmannien. Donc ça s'est fait plutôt pendant les travaux. Et maintenant, j'imaginais une maison un peu plus sobre, tu vois, un peu plus beige, avec des teintes quand même chaleureuses avec le bois. Mais je pensais pas que j'aurais mis autant de couleurs dans la maison. Ah, intéressant. Tu t'imaginais plus dans les tons neutres? Oui. Ok. Et comme j'étais dans mon ancien appartement. Et finalement, en y vivant, peut-être en ayant un enfant aussi, et en voyant la lumière, je sais pas, dans cette maison, en faisant pièce par pièce, finalement, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Ça te donne envie de couleurs. Oui. Ouais. Ok. Et donc là, parce que effectivement, c'est encore assez blanc pour l'instant. Oui. Vous aviez mis du blanc au démarrage. Oui. Là, tu te projettes dans pas mal de couleurs. Oui. Au fur et à mesure. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on a fait tout blanc pour. Moi, j'étais incapable de choisir une couleur à donner à un peintre pièce par pièce. Déjà, je savais même pas dans quelle pièce chaque enfant irait ou nous ou où irait notre bureau. Enfin, j'étais pas sûre de mes choix. Du coup, c'est vrai que on s'est dit bon, on met tout blanc et puis après on adapte. Sur conseil aussi de ma mère que j'écoute pas mal niveau déco et on a quand même les mêmes goûts. Et elle, c'est ce qu'elle avait fait. Et après, pièce par pièce, elle venait apporter des touches de couleur et c'est ce qu'on a fait. Du coup, là, on a avancé quand même pas mal de pièces. On a fait la salle de jeu, la chambre de Louison et la salle de bain des enfants du premier étage. Normal. Comme tous les parents, vous avez priorité aux enfants. Voilà. C'est vite à mon goût. Mais... Oh, oui, ça va pas assez vite. À mon goût non plus, mais après moi j'apprécie chaque étape et j'aime bien aussi avancer doucement et je prends un plaisir fou à aménager et à imaginer chaque pièce. Et là on est sur notre chambre à nous et on va passer sur notre salle de bain à nous aussi. Voilà, donc ça avance tranquillement. C'est très long. C'est long, mais parce qu'on va aussi dans chaque petit détail et que. Oui, puisqu'il y a tout le temps de la peinture, des luminaires, de la boiserie. Oui, parce qu'on choisit aussi de mettre des boiseries, des meubles rénovés. Donc les boiseries, il faut s'en occuper, il faut les traiter, il faut les couper, il faut les installer. Les meubles, il faut les trouver en seconde main toujours. Il faut s'en occuper, il faut les peindre. Enfin. Voilà, souvent il y a un mur tapissé, donc il faut trouver la bonne tapisserie, il faut installer, et on va dans les détails de chaque petite chose. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de la pièce après. Et à chaque fois tu dis, mais c'est ton la talent, pièce est incroyable. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Voilà, on est trop contents. C'est joli. Oui, on va au bout du bout des petits. J'ai appris à aimer. C'est pas ton style à la base. Non, pas du tout. Dis-nous, c'est quoi ton style, Pierre? Moi, c'est un peu une petite villa contemporaine, toute neuve en fait. Toit plat. Voilà, un pied en U avec une piscine. Une piscine au milieu, voilà. oui, ok. Une terrasse. D'accord. Une maison, une cuisine toute équipée. C'est pas une cuisine Ikea avec des vieilles boiseries posées dessus. Non, je suis moins dans les détails que toi où. Pour choisir un sol, le sol ou les lames de parquet,
Tu vas dans un Moi, magasin, mon tu fais un choix. Voilà, ça va très vite. Moi, ce choix de parquet, c'était quelque chose. Bah oui, parlons-en. Oui. Parce qu'il est quand même atypique. Et puis je sais Oui. qu'il y a eu une aventure avec ce Oui. parquet. Donc C'est des vieilles planches de fromage, enfin d'affinage de fromage. Je voulais un côté brut, un côté rustique pour. Il est encore plus rustique que ce qu'il y avait avant finalement. Mais oui, il pourrait aller dans une ferme ah oui, sans clairement. trop de soucis, oui, c'est sûr. En fait, moi j'aime bien le côté. Tu sais ce que c'est des banches? Non, Des banches de bois. C'était pas mal utilisé dans le nord de la France, je crois. C'est des carrés de bois avec un petit peu de ferraille autour. Ma sœur a mis ça chez elle, je t'enverrai une petite photo. Ah, d'accord. C'est joli, mais c'est un peu trop genre ferme, brut. Mais donc je savais quand même exactement ce que je voulais. On a été dans un magasin qui proposait des choses assez brutes, mais c'était toujours pas ça. Et donc un jour j'ai trouvé sur internet et j'ai vu qu'il proposait des vieilles planches de fromage. D'affinage, en fait, tous les 5 ans, il faut dans la fromagerie, je connais pas le secteur, mais ils affinent leur fromage et ils doivent changer leur planche tous les 5 ans, je crois, ou 4-5 ans, je sais plus. Et donc il y a une entreprise qui récupère ça, qui les nettoie, qui s'en occupe et qui les met rainures et languettes pour pouvoir les poser en tant que plancher. Ouais. Donc on est allé voir ça avec ma mère pour le coup. J'ai eu un coup de cœur sur le produit et donc on y va, on se fait livrer le produit qui arrive ici par camion et on se rend compte qu'il est complètement pourri quoi, taché comme s'il y avait eu des taches de vin sur les planches quoi. Et les traces des meules, vraiment. Qui était encore bien imprégné. Ouais, il y avait des ronds de meule. On voyait la meule avait été posée. C'était pas du tout ce qu'on vous avait vendu. Pas du tout. Non. Ouais. C'est pas du tout ce qu'on a vu sur le showroom, quoi. Donc on a appelé le patron. Je dis il y a un problème avec vos planches. Je dis il y a encore le fromage et le vin dessus, quoi. Et donc on peut faire une bonne soirée c'est ça. entre copains. Donc donc au début il s'entête et puis il me dit envoyer des photos et il me dit effectivement il y a un souci, ça va pas. Ils se sont trompés de l'eau quoi. Je pense qu'elles ont pas été retravaillées. Enfin après je vois pas comment elles peuvent être retravaillées puisque c'est vraiment du brut donc c'est pas du tout poncé par dessus, il y a rien. Enfin donc je sais pas, un problème de l'eau. Après plusieurs négociations, il fait revenir un bon lot. Et deuxième péripétie quand même, on avait besoin de compléter avec, on n'en avait pas assez. Et dans ce qu'on s'est fait livrer, il y avait de la vrillette. Ah. Et on est quand même deuxième livraison. On a dû retraiter. On a dû retraiter nous pour le coup. Ah bah oui, ça aurait été dommage que de traiter toute la maison de la vrillette, de changer tous les empoutrements pour ramener nous-mêmes de la vrillette avec des vieilles planches. Et c'est le risque aussi dans toute boiserie qu'on ramène dans la maison. Donc tout meuble de brocante. Oui, c'est sûr. Voilà, donc ça on fait quand même vachement gaffe. Après on n'est pas non plus voilà, mais on fait attention à ce qu'on met. En fait, c'est simple, on voit des petites taches, enfin des petits trous et avec la sciure, en fait, qui la remonte. poussière de bois. Donc tu vois qu'il y a. Donc on traite et puis pour le prix, faut vite agir. Pour le prix que ça coûte, on n'était pas très très contents. Donc on les a pas trop recommandés. C'est une galère à poser. Ouais. Bah c'est sur l'embourde. En fait, les planches, il y en a qui font 30 cm de large, d'autres qui font 28, d'autres 29. Ouais, fallait trouver la copine, quoi. Donc en fait, fallait trier. En fait, on a fait une manutention monstrueuse pour trier. Celle-là fait 29, celle-là fait 28, celle-là machin. Après, le fait qu'il y ait des écarts aussi, c'est ça qui fait le charme. Le charme. Oui, c'est juste bien relou pour passer l'aspirateur dedans. En fait, et plus fallait trier parce que sinon tu te retrouvais avec des écarts importants. Ouais. Mais bon, on cherchait pas non plus un résultat impeccable. Enfin voilà, et puis c'est un sol qui vit. On voit quand il commence à faire plus chaud, il se rétracte, donc les écarts entre les lattes sont plus importantes. Mais on a posé ça sur l'embourde du coup. Et ça, c'était trop intéressant à faire. Enfin, on a été accompagné par notre menuisier qui est venu nous aider pour un peu lancer le début. Et après, on a fait ça, Pierre et moi. Et c'est vraiment cool à faire, je trouve. La pose sur l'embourde. Ouais. Ça, on a bien aimé. Et puis, c'est là que tu vois. Mais si t'as aimé. Mais la quantité de. Oui, mais t'as aimé. J'ai flingué les poignées, quoi. Oui, on a passé un bon moment. Parce que du coup, pour poser les lambourdes, en fait, on a mis j'avais un forêt béton
Donc je perçais la lambourde et le béton et après Dans la dalle? Oui. Dans la dalle. et Pour fixer la après dalle. il y a pas de là on a mis des vis qui rentrent en force. Il y a pas de cheville ou quoi. Donc en Ouais. fait, t'as vraiment une vis où tu dois qui rentre en force en fait puisqu'on perçait à 6 et quelques Oui, et c'était la des grosses vis vis, quoi. faisait 7 je crois. Donc en fait donc c'était quand même très Oui, c'était physique. c'était très Oui, physique, ça très au long. niveau du poignet, Ouais, en fait, ça te tu passes demandait ton une temps force, à visser, percer, visser. Et en fait, c'est sûr que toi, t'as kiffé, hein, poser le plancher. Ah bah moi j'ai pas installé ces vis-là. Moi je suis arrivée et j'ai installé les planches. Mais quand on est arrivé aux planches, C'est t'es- pareil, les planches, c'était, moi, je me suis fait mal au dos, hein. Je sais pas si tu te souviens, j'étais chez l'ostéo après, hein. Pierre il retient beaucoup les Tous moments les durs. les Bah malheurs. ouais, mais à Et chaque moi je étape, moi, j'allais chez retiens l'ostéo puisque je me cassais en deux à chaque fois. et moi je retiens Chaque fois. le kiff comme et t'oublies. Mais on a trop kiffé voir notre sol prendre vie. Oui, ça a C'était toujours été incroyable. Satisfaisant, oui, c'est sûr. Bah oui. Mais il y a toujours arrivé au milieu ou trois quarts du chantier, par exemple là pour le sol, Ouais, t'en as marre. où ouais, c'est une épreuve pour finir quoi. Ah oui. Commencer et être motivé, c'est bien, c'est tout beau, tout rose, et puis après quand ça tire physiquement et psychologiquement, C'est pour ça qu'on est deux. c'est usant. Exactement. Ah oui. Faut toujours qu'il y en ait un qui remotive l'autre, qu'il y en ait un qui a un coup de mou. C'est vrai que la rénovation en couple, ça peut créer des tensions, mais ça peut aussi renforcer Oui. dans ces moments compliqués. Ah bah nous ça nous a secoué et soudé. Deux. Secoué un peu au début et après tu trouves ton... Faut trouver son rythme. Ouais. Tout à fait. S'adapter à l'autre aussi. Et après ça roule. Hein. Et toi refaire même une deuxième maison. Bah, c'est le Moi, projet. Je hein. referai pas. Bah si, la dépendance. Oui, je sais, mais je sais pas si je referai avec un rythme aussi effréné. Tu vois, où on se disait, bon là, on a la petite. Oui, mais c'était on notre... est en oui. location. Faut pas qu'on reste trop longtemps en location, parce qu'on a le crédit de la maison aussi, les travaux. Forcément, c'est ta maison principale. Tout en même temps. Mm. Ou là, par exemple, pour la dépendance, c'est sûr que là, je prendrais beaucoup plus mon temps. Oui, parce que c'est pas notre maison principale. Ici, c'est notre maison principale. Donc forcément, t'avais des délais un minimum à tenir. Plus un enfant en très bas âge à s'occuper, qui était à plein temps avec nous. Donc gérer les travaux, la petite à plein temps, plus nos boulots respectifs. Ouais, en vrai, on a pété des plombs plusieurs fois. On s'en rend pas compte. Non, mais c'est vrai qu'on a pété des câbles plusieurs fois où on se disait, bon, on est à bout. Là, quand à la fin, tu te retrouves, il te faut 15 devis différents. Bah, du coup, tu contactes 30 entreprises, tu dois gérer les rendez-vous. Tu dois faire les choses que tu as prévu de faire toi-même. Tu dois les faire aussi. Enfin, courir après les artisans qui viennent pas sur le chantier. Voilà, c'est tellement énergivore. Et puis compter sur les autres, ça c'est... Piloter le plombier, l'électricien et le plaquiste. Oui, parce qu'on n'est pas maître d'œuvre, mais en même temps... parce qu'il faut mettre telle cloison, mais il faut faire passer tel tuyau, tel câble avant, machin. C'est... En fait, il y a autant de kiff que de difficulté. Oui. Le kiff vient à la fin, mais tout le long, en fait, c'est difficulté sur difficulté. Ah oui, ça c'est vrai. Bah, vu l'ampleur du chantier et en plus avec la prise de risque quand on se lance dans une maison qui a cet âge aussi, forcément plus elle est ancienne et plus il y a d'imprévus, de découvertes, de difficultés. Donc c'est sûr que c'était un beau challenge. Mais sacrément fou. Enfin, on se rend pas compte quand on est dedans. Ouais. Parce que t'es lancé et de toute façon faut y aller, mais avec le dedans, recul, tu te dis mais on était complètement starbé de faire ça quoi. Et c'est marrant parce que sur le coup, on nous le disait beaucoup. Moi, je me suis dit mais vous êtes des malades de faire ça. Ben non, on va être bien dans notre maison. Achète pas ça, Pierre. Je te rends pas compte dans quoi tu t'embarques. Et finalement, si après 2 ans après, tu te dis ah oui, on était un peu fêlés, mais puis ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Mais on a laissé un peu de fatigue et d'énergie. On a pris 5 ans quoi. Oui, avec les enfants, on prend quelques années, alors là, c'est vrai qu'on a tiré, enfin moi je sais que j'ai tiré vachement sur mon corps. Ouais.
Maintenant, aujourd'hui, là, j'ai plus besoin d'aller faire du footing, quoi. J'ai encore des courbatures d'il y a 2 ans. Ah bah quand on fait de la réno, on n'a pas besoin d'aller faire du sport. Hein. Non, c'est Ah non, clair. c'est Quand clair. on fait des travaux, Non. c'est sûr. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.